Acheter un PC gamer en étant nouveau sur le marché, c'est compliqué. Il y a plein de fournisseurs, il y a plein de modèles et il y a plein d'appellations techniques du genre Ryzen 9 3900X. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Après avoir regardé cette vidéo, vous devriez être capable de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur et d'acheter par vous-même votre propre ordinateur, que ce soit une tour ou un laptop. La vidéo est dédiée pour les deux acheteurs. Tout ça sans tomber dans les nombreux pièges du marché que je vais vous dévoiler. C'est parti. Alors, la base, les composants. Dans un PC, on a une variété de composants. On a la carte mère, le processeur ou appelé CPU, la RAM, la carte graphique ou appelée CG, le disque dur qui a plusieurs appellations en fonction de son type, l'alimentation et le boîtier. Of course. On va d'abord s'intéresser au processeur. Pour le processeur, on a deux manufacturiers, AMD et Intel. C'est pas plus mal, moins de confusion. Lequel choisir? Eh bien, on va voir ça en deux points. D'abord, on va voir l'overclocking. Un composant en informatique, ça fonctionne selon une fréquence. Ça tourne à une fréquence de base qui définit sa vitesse. Mais si on veut, on peut demander à ce composant d'aller à une fréquence plus rapide, plus élevée, si on a la ventilation nécessaire pour le refroidir. C'est ce qu'on appelle l'overclocking. En utilisant cette pratique, on peut gagner en performance, car si on augmente la vitesse, eh bien on augmente les performances. Logique. Dans ce domaine, AMD a le record d'overclocking, mais les processeurs d'Intel ont en général un plus gros gain. Et le deuxième point, c'est le rapport qualité-prix. AMD arrive à faire un même processeur d'Intel avec la même puissance et la même température à quelques degrés près ou quelques FPS près à 200 € moins cher. C'est absolument énorme. Vous voyez actuellement à l'écran un test entre deux processeurs, un d'Intel, un d'AMD, 200 € de différence entre les deux processeurs et pourtant celui d'AMD arrive à suivre celui d'Intel. Ça paraît une arnaque, mais ça n'en est pas. Donc voilà, AMD c'est l'équivalent d'Intel avec la même puissance mais pour moins cher. Mais Intel est quand même le géant du marché qui s'est imposé depuis très longtemps et qui reste du coup influent. Mais AMD effraie encore beaucoup de gens sur le fait de devoir acheter un nouveau processeur alors qu'on ne connaît pas du tout cette marque et que ça sonne un peu bizarre, vous voyez. Intel est un peu en train de régner sur les processeurs où tout le monde connaît cette référence, mais lorsqu'on s'intéresse à comment acheter un PC, justement on découvre AMD. Mais on a un peu peur. On se dit c'est quand même un PC que je vais acheter, ça va quand même coûter un certain prix, et j'ai peur d'acheter de la camelote. Je veux acheter quelque chose qui tient. Du coup les gens vont acheter un processeur Intel pour se baser sur Intel parce qu'ils connaissent. Mais ne vous en faites pas, AMD ça fonctionne très bien, j'ai moi-même un AMD, énormément de gens en ont, et c'est le top. Pour les deux marques, Intel et AMD, on a des générations de processeurs. Chez Intel, on a les Pentium et les Intel Core, que vous connaissez probablement. Et pour AMD, on a les Athlon, Ryzen, Threadripper. Athlon, ça va être pour de la bureautique, vous voyez. On va avoir un processeur comme le Athlon 3000G à 95 €. C'est un processeur pas cher pour de la bureautique, mais quand même on peut quand même réussir à jouer un peu avec. Ou on peut atteindre les 80-90 FPS sur Valorant ou les 110 FPS sur TF2, ce qui est impressionnant pour un processeur de bureautique. L'équivalent d'Intel à ce niveau-là, ça sera un i3 10105. C'est un processeur à 112 € contre 95 € de chez AMD, mais qui arrive à le rivaliser. Ensuite, chez AMD, on a les Ryzen. Ça va être la gamme pour faire des tâches qui nécessitent de la haute performance ou du gaming, tout simplement. Et enfin, on a le Threadripper, mais c'est pas trop pour le commun. En général, c'est utilisé pour des serveurs, donc on ne s'intéressera pas à ça. Chez Intel, évidemment, on a des générations, un peu comme Athlon, Ryzen. Ici, on a des i3, i5, i7, etc. Mais là, c'est juste une différence technologique. Il n'y a pas vraiment accès sur tel domaine. Voilà, c'est juste des processeurs. Par contre, une question se pose toujours. Comment lire le nom d'un processeur? On a ce Ryzen 5 3600 avec ce i9 9900K. Alors c'est très simple. Le nom d'un processeur se sépare en trois parties. On a d'abord la marque, Intel Core ou AMD, mais c'est rarement écrit en vrai. Juste derrière, on a le substitut de marque. On va voir le chiffre de la génération. Mais attention, là vous tombez déjà dans un piège. Vous vous dites que du coup on a nos générations Intel, et forcément le i9 il va être meilleur que le i5, i7 et i3 par exemple. Et bah pas forcément, parce que ça dépend si c'est en accord avec le reste du nom du processeur. Par exemple, derrière, il y a le SKU. Plus le SKU est bas, moins le processeur sera puissant.
et pourrait même devenir moins puissant qu'un i3 qui est la génération tout en bas du panier. Un bon exemple, c'est le i7. On a par exemple le i7 12700K et le i7 960. Maintenant, voici leur score. Voilà, quand même une certaine différence. Mais, il y a encore anguille sous roche. Wow, j'ai 40 ans ou quoi? Parce qu'à la fin, il y a des lettres qui ont des significations. On peut avoir le X, le K ou le H par exemple. Le H qui veut dire version adaptée pour mobile. Donc un processeur fait pour un PC portable. Le processeur version portable sera d'ailleurs moins puissant que son équivalent PC fixe. Car, dans un PC portable, c'est un espace assez restreint et la température augmente. La température viendra donc impacter ses performances et on se retrouvera avec un processeur qui sera moins efficace que celui d'une tour. C'était la petite parenthèse pour vous prévenir qu'il ne faut pas prendre en référence le processeur fixe si vous achetez un PC portable, parce que ce ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, il y a aussi la lettre G et F. La lettre F apparaît chez Intel et signifie que le processeur nécessite une carte graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un processeur peut s'occuper des deux rôles, peut s'occuper d'être le processeur, mais également la carte graphique, afin de diminuer les coûts. Chez Intel, lorsqu'il y a la présence de la lettre F, cela veut dire que le processeur ne dispose pas de graphique intégré et il faudra acheter une carte graphique externe. Chez AMD, c'est la présence du G qui signifie qu'il y a des graphiques intégrés. Par exemple ici, j'ai un Ryzen 9 3900X, on n'a pas de G. Alors que ici j'ai un Ryzen 3 3200G, donc voilà, il y a des graphiques intégrés. Pour celui-ci, j'aurais besoin d'une carte graphique, pour celui-là, non. Ça paraît compliqué, alors j'ai quelques ressources pour vous. CPU Benchmark. Ce site référence tous les processeurs disponibles sur le marché par un chiffre qui représente leur score. Ils testent le processeur à son maximal en lui faisant passer des épreuves et ils en tirent à la fin un score afin de pouvoir le comparer aux autres. Vous pourrez alors comparer les scores mais aussi utiliser l'outil de comparaison en sélectionnant les processeurs que vous souhaitez comparer. Ensuite, des références. Si vous cherchez un bon processeur pour le gaming, vous avez le Ryzen 5 3600 qui est légendaire, incontesté, qui est extrêmement connu, bien qu'on ne le retrouve plus trop sur le marché, étant donné qu'on est en 2022 et que ce processeur commence à dater un peu. Vous avez alors le Ryzen 5 5500. Si vous cherchez un processeur pour la bureautique, comme présenté auparavant, les processeurs Athlon de chez AMD sont plutôt de bonnes offres, avec un processeur à 95€ très efficace, qui vous conviendra, le Athlon 3000G. Et en troisième, les configurateurs de PC. Il existe des sites pour monter son PC. On a le choix entre tous les composants, on clique, on nous propose une liste de composants et on sélectionne celui qu'on veut. On pourra ainsi configurer le PC qu'on souhaite, qu'on va pouvoir appeler une config, et les composants seront forcément compatibles si vous êtes capable de les sélectionner sur le site. Le site vous permettra de trouver des composants compatibles et monter votre PC. Il y a Top Achat et LDLC, qui font partie du même groupe, et vous pourrez trouver leur compte Twitter, auquel vous pouvez poser des questions. Alors, c'est bien beau d'avoir un processeur pour faire tous les calculs qu'on veut, mais il nous faut bien de la data sur quoi travailler. On va donc parler des disques durs. Il y a 4 types de disques durs pour l'utilisateur lambda: HDD, SSD, SSD M2 SATA et SSD M2 NVMe. Mais du coup, c'est quoi la différence? Le prix et la vitesse. Le HDD, c'est le plus lent des trois, mais c'est le moins cher. Vous pourrez trouver en neuf 1 Teraoctet pour 40€, alors qu'en SSD, ça coûtera 80€. Le SSD par contre sera beaucoup plus rapide que le HDD. Vous avez par exemple à l'écran la vitesse de démarrage HDD contre SSD pour Windows. Donc voilà, c'est un peu long, un petit peu quand même. Moi je vais skipper, on n'a pas que ça à faire. Donc voilà, c'est quand même conséquent. Et c'est pourquoi c'est impératif d'avoir un SSD dans son système. Ce que je conseille du coup, et qui en général fait, c'est de prendre un SSD pour Windows et les applications, et stocker tout le reste des données sur un HDD. Car oui, un PC peut fonctionner avec plusieurs disques durs. D'ailleurs, j'ai pas expliqué encore la différence entre SSD et SSD M2. Voici deux disques durs M2. Les disques durs M2 sont sous forme de petites barrettes, qui vont venir se brancher en dessous du processeur sur la carte mère. Alors que le SSD se connecte en câble en bas de la carte mère et ne se pose pas sur la carte mère, mais dans le boîtier. Est plus petit, mais par contre ne disposera pas de dissipation de chaleur intégrée. Le SSD M2 est plus rapide qu'un SSD normal, mais après il faut que le reste de la config puisse suivre. Donc en général, on se retrouve à des scores qui sont un peu égaux. Voici les temps de démarrage de certains jeux. On voit que le SSD et le SSD M2 se suivent à quelques secondes près, ou voire millisecondes des fois. Le M2 SATA et le M2 NVMe, c'est plus intéressant de prendre un NVMe, étant donné les scores de vitesse.
Après, encore une fois, il faut que le reste du PC puisse suivre. Si vous questionnez les performances d'un disque que vous voudriez acheter, encore une fois, il existe des classements, des benchmarks. Maintenant, on passe à la RAM. Alors, pour la RAM, on reste un peu sur la thématique du disque dur. Comment ça? En fait, la RAM, ça va être la mémoire de notre PC. Elle va se rappeler de toutes les tâches qui sont à faire. Lorsque l'utilisateur va par exemple demander à supprimer ce fichier ou créer ce nouveau document, la RAM va stocker cette information. Ensuite, le processeur va effectuer les tâches et ensuite, l'information sera supprimée. La RAM a deux caractéristiques importantes. La première, c'est la caractéristique DDR. DDR, ça va être donc un standard, un peu comme les générations de processeurs. On va voir DDR1, 2, 3, 4, 5. De nos jours, presque tout le monde utilise le DDR4. DDR5, c'est pas forcément nécessaire, et celles d'en dessous sont pas plus puissantes que la DDR4. Donc lorsque vous achetez votre RAM, soyez sûr que ce soit de la DDR4. Tapez ça dans votre moteur de recherche. La deuxième caractéristique importante, c'est la fréquence de la RAM. On en avait déjà parlé de la fréquence, un composant informatique fonctionne sur une fréquence, et ici on considère comme quoi le minimal, ça va être 2666 MHz de nos jours. Ça va jusqu'à 6600 MHz, mais on considère que pour un PC gaming très potable, aucun problème, on aura juste besoin de 3200 MHz. Si vous avez le budget, mettez pour du 3600 MHz, mais au-dessus, non, pas forcément besoin. 3200, ça fonctionne parfaitement. 3600, c'est pour avoir le top en termes de gaming. Une chose importante, c'est la quantité de RAM. Les barrettes que j'ai ici présentes sont par exemple des barrettes de 256 MB. C'est des barrettes qui sont assez anciennes. Donc dans l'histoire, on avait de la RAM qui était de quantité plus basse que 4 Go. Mais de nos jours, c'est considéré comme 4 Go le minimum de RAM dans un PC. On a donc une sorte d'échelle établie. 4 Go, c'est pour les PC de bureautique. 8 Go, c'est pour les PC de bureautique un peu dopés ou les PC gamers pas chers. 16 Go, c'est pour les PC gamers ou les PC à haute tâche. C'est un PC où vous n'aurez aucun problème, ça fonctionnera correctement. Et 32 Go, c'est pour les monteurs vidéo. Encore une fois, il existe des classements. Les marques que je recommande vont être Corsair en premier, une marque qui fait un peu de tout, des claviers, des casques, etc. Mais également des composants, comme de la RAM justement. C'est de la bonne RAM avec un prix abordable. En deuxième, on a PNI pour le RAM XLR8 qui est à un prix vraiment alléchant. On a deux barrettes de 8 Go de RAM pour 3200 MHz. Et tout cela uniquement à 65€, ce qui est très intéressant en plus que ce soit deux barrettes. Je dis ça parce qu'en fait la RAM ça va être mieux si elle est en barrettes séparées qu'en une seule. Car une seule, elle est toute seule pour faire tout le boulot et du coup elle va chauffer, en plus elle fonctionne à une certaine vitesse limitée, donc c'est pas top. Et si vous avez deux barrettes de RAM, elles pourront fonctionner ensemble et faire de bons résultats. Et après il y a toutes les autres marques comme Aorus, Fox Spirit, G-Skill ou bien Kingston. On va enfin parler du sujet que tous les gamers attendaient, la carte graphique. Il y a deux groupes de cartes. On a les cartes d'NVIDIA et les cartes de AMD. Chez NVIDIA, on va avoir les GT, GTX et RTX. GT, c'est les anciennes. Elles sont assez vieilles, elles sont pas du tout compétitives de nos jours et on n'en achète presque plus. Ça va pas être ce qui nous intéresse. En plus, si on achète un PC bureautique, on s'en fiche parce qu'on aura des processeurs avec graphiques intégrés. Ensuite, on a la GTX, où elle a fait un peu son temps, mais il y en a encore qui sont intéressantes, comme la 1050 Ti ou la 1080 Ti. Ensuite, on a donc les RTX, qui sont les cartes qui sortent de nos jours. Enfin, pas celle-là, car c'est une génération 2000. Il y a deux générations de cartes, les 2000 et les 3000. Les cartes parmi ces générations, c'est un format similaire. Dans les 2000, on a les 2060, 2070, 2080. Dans les 3000, c'est similaire. On a les 3060, 3070, 3080. On a également les 3050. À cause de la crise et du manque de cartes graphiques, ils ont essayé de faire un mouvement en créant une nouvelle carte. D'ailleurs, il est peu probable que vous retrouvez une carte de génération 2000 sur le marché, car celles-ci ont été retirées majoritairement suite à l'arrivée des 3000. D'ailleurs, chez Nvidia, il y a des fois quelques cartes spéciales qui ne rentrent pas dans les catégories que je viens de présenter. Voici quelques-unes affichées à l'écran. Une carte graphique, ça a encore plusieurs caractéristiques, comme par exemple le GDDR. Alors, à la base, dans cette partie, je partais sur une explication technique, sauf qu'en fait, je cherche à faire une vidéo simplifiée. Donc, en gros, il faut juste chercher une carte en GDDR5 et si possible en GDDR6, qui est le double de la puissance de GDDR5, qui est déjà pas mal.
Ensuite, du côté d'AMD, on a les RX. Ces cartes, c'était un peu la grosse valeur pour les PC gamers pas chers à la base. On avait les RX 570 et 580. Elles étaient très abordables et bonnes pour le gaming. Cependant, après la crise et après l'arrivée de diverses nouvelles cartes, elles ont disparu du marché. Les cartes qui peuvent donc être intéressantes chez RX, si vous avez un budget assez bas, vous pouvez prendre une 6500, mais si vous avez le budget nécessaire, environ 300€, vous pourrez vous procurer soit une des RTX d'entrée de gamme, ou alors chez RX, une 6600. Après les RX, il y en a tout un tas. Encore une fois, il existe un classement pour répertorier toutes ces cartes et pour estimer leur puissance. Le tableau ressemble à ça, une RTX qui triomphe avec 30 000 points, suivi de ses amis RTX et rattrapé de court par RX. Il faudra descendre un peu pour retrouver une GTX, à un score de 18 300 face au haut du tableau à 30 000. D'ailleurs, on voit que chez les cartes Nvidia, il y a souvent un terme rajouté, où on a une carte et son équivalent avec le mot super ou TI. TI, ça veut dire titanium. Ça veut pas dire qu'il y a du titane dedans, mais c'est juste que ça veut dire qu'elle est plus puissante. C'est juste pour les gamers, il faut un mot stylé et solide. Et ensuite on a super. Super, ça va être pour dire qu'il y a plus de CUDA cores dans la carte, plus de processeurs graphiques. Car oui, une carte possède des processeurs graphiques et même des milliers. C'est donc juste des versions améliorées de la carte normale. Il y a donc la carte normale, puis la carte super et la carte TI qui trône. Encore une fois, vous pouvez utiliser le site pour rechercher la carte que vous voulez et comparer les scores. Car des fois, il y a quand même des cartes assez pièges où on a la 6500 qui est quand même à 40 FPS sur certains jeux, qui est pas fou. On peut alors passer au gros morceau. La carte mère, ça va juste être ce qui accueille les composants en fait, qui permet de faire la communication entre eux. Elle peut avoir un look qui varie, mais également plusieurs tailles. Ces tailles, c'est des formats. On va avoir par exemple le mini ITX, le micro ATX, le EATX et le ATX. Ça n'implique pas uniquement une différence de taille, mais également des fois de technologie, où celle-ci aura moins de ports USB que celle-là. Et c'est là où on voit qu'en fait il y a deux groupes de cartes. On va avoir les cartes qui fonctionnent pour les processeurs AMD et les processeurs Intel. Car oui, les deux manufacturiers sont rivaux et donc utilisent un socket différent. Le socket, ça va être ce qui permet de connecter le processeur à la carte mère. Et vu qu'ils n'utilisent pas la même technologie, il faut des cartes différentes en fonction des processeurs. Donc voilà, on a deux groupes de cartes et après on a des générations parmi ces groupes de cartes. Chez AMD par exemple, on va avoir les B450, X570 et entre deux les B550. Chez Intel, on va avoir tout un tas de générations. En fait, c'est assez compliqué et je la liste ici. Donc voilà, il y en a plein et on va pas parler de leurs différences parce qu'en fait, c'est juste quelques petites différences à genre cette carte supporte les processeurs de 11e génération, celle-là les 12e, celle-là ne possède pas ce petit détail, voilà. On a une assez grande liste pour Intel. Par contre, chez AMD, on a B450, B550, X570. Enfin, c'est plus simple, hein. Ces cartes se différencient par leur technologie de PCIe et sa génération. Le PCIe, ça va être la technologie de connexion entre la carte mère et les autres composants comme la carte graphique. Il a différentes versions, le 2.0, 3.0, 4.0. On a alors trois gammes de cartes en fonction du PCIe qu'elles utilisent. D'ailleurs, le PCIe n'est pas le même dans toute la carte. Pourquoi ? Eh bien, c'est juste pour une question de budget. On va diminuer la qualité du PCIe dans certains endroits de la carte afin de diminuer le coût. On a donc la B450 qui utilise du 3.0 et du 2.0. Ensuite, on a la B550 qui utilise du 4.0 et 3.0. Et ensuite, on a la X570, la carte Tchad, qui utilise du 4.0 partout pour aucune limite et de la puissance maximale. Donc voilà l'ordre de priorité des cartes chez AMD. Et d'ailleurs, en plus du PCIe, on a la différence sur la compatibilité de processeur. Celle-ci, c'est la plus petite, la moins chère, et elle est compatible avec moins de processeurs. Donc voilà la liste, c'est un peu plus petit par rapport à celle de la X570 par exemple, qui est compatible avec beaucoup plus de processeurs et avec les processeurs récents et qui sortent actuellement. Le problème avec une B450 du coup, c'est si vous voulez changer le processeur, on a peu de possibilités d'évolution et en plus peu de stock, et ce stock finira par disparaître du marché au bout d'un moment, étant donné que c'est des anciens processeurs qui auront un jour une fin de production. Laquelle choisir ? Celle-ci, c'est la moins chère, avec un prix d'entrée de 59€ pour une carte MSI. Elle sera plus lente avec le PCIe 3.0, 2.0, mais pourra quand même faire tourner GTA V à 100 FPS. Donc voilà, comme je l'ai dit, on perd la compatibilité avec les processeurs. C'est ça le point négatif. Vous pouvez quand même jouer avec, c'est très bien.
Ensuite, la B550. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle est sortie après celle-ci. Et en fait, c'est l'équivalent de la B400, mais avec la compatibilité des processeurs, justement. C'est donc la carte qui est majoritairement recommandée. Elle a un prix assez abordable, des meilleures performances que la B450, pas aussi optimale que celle-ci, mais vous aurez la compatibilité processeur, qui est quand même important. La X570, bah du coup c'est la carte avec les performances optimales. Si vous avez le budget, car après ça revient quand même à un certain coût, celle-ci coûtant 170. Quand vous achèterez votre carte, il y a donc 3 points importants à regarder. Regardez combien de ports USB elle possède, si elle dispose d'un port M2 pour un disque dur SSD M2, et regardez évidemment si elle est compatible avec le reste de votre PC. On passe maintenant à l'alimentation. Bon, je vais pas vous expliquer le principe, c'est une alimentation quoi. Par contre, beaucoup de gens essaient d'économiser de l'argent sur cette partie. Ne le faites pas. Ces alimentations, toutes les deux, elles coûtent environ 50 €. Ça fait quand même un certain prix. On peut trouver des alimentations du coup vers 20-30 €, mais c'est pas des vraies marques. Et je ne vous conseille pas. Faites l'effort de dépenser au moins 50 € pour une alimentation. Pour les marques, vous avez donc Corsair encore une fois, Be Quiet, Cooler Master ou Seasonic. Il y a donc le nombre de watts qu'elles fournissent et ça dépendra de votre configuration et ce que vos composants demandent. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est d'aller sur Top Achat ou LDLC, rentrer vos composants et ensuite vous verrez quelle alimentation il vous demandera de prendre au minimal. Au fait, il y a plein de certifications, je ne sais pas quoi, du style 80 plus bronze ou 80 plus gold, c'est quoi? Ces certifications, en fait, ça décrit le facteur entre l'énergie qui est tirée sur la prise et l'énergie qui est fournie au PC. L'alimentation va tirer 100% sur la prise et fournir 80 plus. Il y a une partie du courant qui est perdue et ces certifications, plus elles sont hautes, plus ça veut dire que la perte est minime et vous ferez des gains sur votre consommation électrique. J'ai les 80 plus bronze, mais si vous avez le budget, prenez des gold ou des titanium. Donc là, soit vous achetez une tour ou un laptop. Si vous achetez une tour, par contre, vous n'aurez pas de Wi-Fi et pas de Bluetooth. Il y a des cartes mères qui proposent du Wi-Fi et du Bluetooth, mais c'est un prix supérieur. Vous pouvez également acheter un dongle. C'est sous forme de mini clé USB que vous branchez sur le PC et qui vous donnera du coup la fonctionnalité. Il y a des dongles Wi-Fi, Bluetooth, mais également pour les deux. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'acheter une carte, un composant interne qui se branche dans le PC, et pas juste un dongle. Vous aurez donc un gain de vitesse. Mais du coup, comment j'achète mon PC? Eh bien, pour acheter votre PC, ce que vous pouvez faire, c'est chercher des configurations pas chères sur YouTube en fonction de votre utilisation, rechercher les bons plans afin de diminuer les coûts. Vous avez diverses chaînes sur YouTube qui proposent des bons plans, comme Guillaume, FMK Hardware ou Mathis Gauthier, qui ont un format de vidéo régulier où ils vous proposent justement les bons plans de la semaine. Vous pouvez surveiller les drops également. Les drops, c'est un événement où il y a des composants qui ont un prix qui chute drastiquement pendant une très courte période. Par exemple, moi j'ai eu ces écrans en 144 Hz pendant un drop où ils ont passé leur prix de 160 € à 120 €, ce qui est quand même considérable. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire de Hertz là sur les écrans? En fait, Hertz, ça va être le nombre d'images qui est affiché par seconde. Et FPS, dans un jeu, c'est le nombre d'images qui sont envoyées à l'écran par seconde. Et du coup, il nous faut un certain équilibre. Car si vous avez un PC qui fait du 300 FPS sur votre jeu, c'est sympa. Mais il faut que votre écran puisse suivre cette fréquence et vous afficher le nombre d'images. Si vous jouez avec un jeu qui fait 300 FPS, mais que vous avez un écran qui affiche que 50 images par seconde, c'est un peu bête. Bon, normalement vous avez compris un truc ou deux maintenant, mais je vais quand même vous proposer des configurations. Numéro 1, config bureautique pas cher. On part pour le processeur sur un i3 10105 avec un ventirad qui est offert, la carte mère une MSI H510M Pro pour 70 €, la RAM Corsair 8 Go DDR4. Pour la carte graphique, du coup, on n'en aura pas besoin car le nom du processeur ne possède pas de F, donc c'est un Intel avec des graphiques intégrés. Le disque dur, on prendra un SSD de 480 Go de chez Kingston à 40 €. Vu que c'est une assez grande capacité, on peut considérer qu'on n'a pas besoin de HDD. 480 Go, c'est pas mal. L'alimentation, ça sera une Be Quiet System Power 9. Be Quiet qui est une marque spécialisée dans les composants silencieux. Ça sera une 400 watts. Et pour le boîtier, un Aerocool 1607 AV2 pour les cartes mini ATX. Ça a un look assez gamer, mais c'est surtout pour le refroidissement. Et pour son prix assez intéressant. Vous pourrez même jouer avec, même si c'est une config de bureautique. CSGO, vous aurez 37 FPS en moyenne, et vous monterez à 60 parfois. GTA, vous aurez un bon 30 FPS constant, et Warzone et Apex, 25 FPS.
Donc voilà, c'est pas une config de gaming, de bureautique, mais ça vous donne une idée de la puissance du truc. Numéro 2, la config gaming. Le processeur, ça sera un Ryzen 5 5500. Le ventirad sera donc offert dans la boîte du processeur. La carte mère sera une MSI B550MA Pro, donc une B550 pour l'évolution des processeurs. Et le prix, ça reste assez proche de la B450, donc voilà. La RAM, ce sera de la XLR 2x8 Go 3200 Hz. La carte graphique, ce sera une RX 6600 Saphir 8 Go GDDR6. Le disque dur, ce sera un Kingston 480 Go que j'ai déjà présenté. L'alimentation, une Corsair TX 550W Gold. Et le boîtier, un Antec NX 210. 4 ventilateurs RGB, c'est assez intéressant pour son prix. Et voilà, normalement vous devriez comprendre le fonctionnement des PC et acheter votre propre PC par vous-même. Pour les nouveaux, je fais des vidéos sur l'informatique et la cybersécurité, ça vous tente. Salut!